Bienvenue dans notre podcast Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Régis. Bonjour Clarence. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous continuons notre aventure avec la dynamiterie de Cuny et plus précisément autour de collectes que j'avais réalisées dans le village adjacent à la Genevois qui s'appelle Épisy. La dynamiterie de Cuny, on ne la fréquentait pas, mais on la connaissait. On se souvient quand elle a été bombardée par les Anglais pendant la guerre. Ils étaient terribles ces Anglais. C'était fin 43 ou début 44 à peu près. On a vu arriver 5 ou 6 avions anglais, les avions de chasseurs. On les a vus descendre, et ça n'a pas loupé. Ils ont bombardé la dynamiterie et on était là, dehors, à regarder. Les Anglais étaient extraordinaires pour cela, parce qu'ils visaient en prenant des risques. Alors que les Américains, ils envoyaient leurs bombes et ça allait où ça pouvait. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dégâts. C'est eux qui nous ont aidés à gagner la guerre, mais les Anglais étaient beaucoup plus pointus. Moi, la première fois que je suis venue ici, c'était à l'occasion d'une fête qu'avait organisée mon mari parce qu'on s'était connus en prépa Vepto. Donc, c'était pour fêter la fin des études ou un truc comme ça. Et effectivement, je me souviens très très bien parce que j'ai dormi dans une chambre au premier. Et quand j'ai ouvert les yeux, moi qui dors toujours les volets ouverts, j'ai vu une péniche dans les arbres. Et là, je me suis dit, ma fille, t'as vraiment exagéré hier soir. Mais c'était vrai. J'avais pas trop bu. Le canal passe à la hauteur de la fenêtre du premier, si vous voulez. Donc, si vous dormez les fenêtres ouvertes, eh bien, de votre lit, vous voyez passer une péniche dans les arbres. Et je vous avoue que c'était assez troublant. Bon, vous voulez que j'écrive mon nom sur le tableau ? Ouais, allez. Donc, le monsieur s'était levé dans son garage, où tu étais assis avec lui, et sur le mur, il y avait un grand tableau noir, et donc il a écrit son nom à la craie blanche. C'est à mes gamins qui t'a chuchoté. Toi, tu as dit « Ah bon, vous avez des enfants ?» Bah, le gamin, il a 58 ans cette année, et l'autre, la gamine, elle a 54. Et c'est là qu'il dessinait. Et puis moi, c'est là que je mettais à ma femme où j'étais pour quand elle rentrait du boulot. Et puis là, quand j'ai des trucs à penser, je mets ça là, parce que là-dedans, ça commence à en faire. Bon, Cuny, j'y vais vite. Il n'y a même plus les chevaux, il n'y a même plus la ferme. Moi, j'allais les traire, les vaches, à Cuny. Je vous parle de ça il y a 50 ans. J'allais à la ferme, mais maintenant, c'est fini, ça. C'est abandonné. Vous allez là-dedans, c'est râpé. Mon épouse y a travaillé un peu à la dynamiterie. Elle faisait les cartouches. Elle a travaillé à l'époque parce qu'il faisait le tunnel sous le Mont Blanc. Et puis à Cuny, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là. Il y avait 2 postes, le matin et l'après-midi. Les gens, ils travaillaient par 4 dans un atelier creusé un peu en terre, et puis la terre était tout autour pour que quand ça explose, ça fasse pas comme ça vers le bas, mais comme ça vers le haut, que ça monte. Mon épouse, elle y est entrée en 58, le 20 mai. Elle était rentrée avant moi, elle m'avait dit « Ça a sauté, t'as pas entendu ?» Elle y restait 1 an ou 2 là-dedans, ça la rendait malade. Moi, je connaissais pas la composition. Mais les femmes, elles revenaient, elles enlevaient sous les ongles et ça pétait sur la cuisinière. Bah ouais, elles avaient pas de gants pour travailler. Ça restait sous les ongles, ça faisait ping, ping. Ça pétait pas, mais ça flammait comme une allumette. Et ça a duré longtemps. La relation entre les patrons et les employés, c'était sec. Mais aujourd'hui, vous trouverez plus un patron qui te voyait travailler, qui disait « Attends, regarde, je te montre. Ton bâton, tu le tiens comme ça. Tes boulons, tu les mets comme ça. » C'est fini. La poudrerie, c'est pareil. Mettez-vous à côté, je vais vous faire voir. Mais aujourd'hui, le gars, il est dans son bureau, là-bas, il vous commande. C'est pas possible, ça. On peut pas respecter un gars comme ça. Et c'est ça, l'histoire. Ils se regardent et se taquinent comme 2 amoureux qui viennent de se rencontrer. Elle me dit « Vous allez nous prendre pour 2 dingues ». Je ne lui dis pas que je les trouve adorables et que j'espère être comme eux plus tard.
Elle a travaillé depuis l'âge de 16 ans et a Cuny à la dynamiterie à 18 ans, jusqu'à notre mariage en 57. Elle avait 25 ans, elle faisait les cartouches. On commençait à 5 heures du matin jusqu'à 13h30, soit le matin, soit le soir. Alors, j'étais dans l'atelier où on utilisait un tourniquet. On était 3 au tourniquet. Toute la journée à actionner ce tourniquet. On n'entendait personne tellement que ça faisait du bruit. C'était affreux. Ah non, il n'y avait pas de protection à l'époque. C'était pas les 35 heures. Il y avait énormément de travail. J'y connaissais rien à la dynamiterie. J'ai appris là-bas. C'était une drôle d'usine, hein, c'était affreux. Enfin, je suis pas morte pour ça. La preuve. Je faisais toujours la même chose, toujours, les mêmes gestes. Quand il y avait les vacances et qu'elle retournait travailler, elle avait des maux de tête terribles. Bah oui, on était malade avec la matière pendant au moins une semaine avant de se réhabituer. On vomissait, tout ça. La matière, c'est les cartouches. C'était affreux. Affreux. Et le patron, il était sympa, mais vraiment sympa. Hein. Comment il s'appelait déjà? Mais il fallait faire attention. Hein. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Hein. Éviter la cigarette, éviter l'alcool. Comment il s'appelait déjà? Ah oui, il y avait beaucoup de femmes. On était presque une trentaine de femmes. Les hommes, eux, approvisionnaient. Ils amenaient la matière. Une trentaine pour la petite usine que c'était pas mal. Le hameau de Cumini? Oh bah c'est fini maintenant, il n'y a plus rien. Lors de la seconde explosion, il y a eu au moins 2 morts. On était en Algérie lors de la première explosion. Et mon oncle, qui nous prêtait son appartement, il dormait le soir. Et pour pas le déranger, on regardait l'émission « Accusé, levez-vous ». Et c'est là qu'on a entendu l'explosion de Cuny. On était en Algérie en train d'écouter les informations et son frère y était. Heureusement, il n'était pas à l'approvisionnement. Ça ne m'attriste pas du tout qu'il n'y ait plus rien à la dynamiterie. C'était un tel calvaire. Il y avait une très bonne ambiance, mais enfin, c'était dur. Ouais, c'était dur. Le bruit, et pour remplir les cartouches, c'était un tube. Alors ça nous tapait sur le genou, et puis il fallait tasser pour enfoncer la matière dans le tube. Quand on revenait de congé, la première matinée, on avait mal au cœur, on dégobillait de partout, tellement qu'on était malade. On avait des maux de tête, des nausées. Les ateliers étaient enterrés au cas où ça viendrait exploser. Il faut l'avoir fait pour le croire. Ils transportaient de la nitroglycérine avec des sabots de caoutchouc pour pas glisser. C'était une drôle d'usine, on ne peut pas imaginer. 57 ans de mariage, vous vous rendez compte? Elle prépare le café dans la cuisine, lui me demande « Vous voulez un petit chocolat? Vous êtes sûr que je ne voulais pas que je vous aide? Ah non, 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 non. De quoi qu'elle a dit? Je voulais vous aider. Oh non! Vous avez quel âge? Moi, j'ai 80 ans. Oh bah vous êtes toute jeune alors. Ah bah oui, je vais encore en faire 80. Et tous les ans, on fait une retrouvaille des anciens militaires. Et à chaque fois, on me dit « Dis donc, t'as pas changé ?» Et à chaque fois que je me dis « Ah bah je devais avoir une drôle de gueule à 20 ans alors. » Madame B arrive avec le café. « T'en as assez ou je t'en remets? Non, ça va. Bon, ben, je retournerai alors. Je vais mettre ça au chaud. » Alors tu lui avais demandé, vous tenez un camping? Ah oui, il est grand. Il est à 27 hectares. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Elle t'avait répondu, j'ai 34 ans, ça fait 34 ans. C'est-à-dire que vous êtes né ici? Voilà, enfin, je suis né à Fontainebleau, mais je suis arrivé tout de suite. Mes parents et mon grand-père qui ont créé ce camping. C'est donc un truc de famille? Oui. C'est presque une micro-société, en fait. C'est un village. C'est un village dans le village, parce que j'ai 150 familles avec moi. Alors oui, c'est une micro-société, avec tout ce qui incombe, les disputes, les guerres, les maladies, les naissances, les morts. Et c'est vrai qu'il y a une solidarité au sein du camping. Bon, c'est vrai que d'année en année, elle se perd un peu, comparée il y a encore 10 ans. Mais ça, c'est la société qui veut ça. En fait, c'est un peu comme si j'étais maire d'un village en ayant des relations proches avec les gens, parce qu'ils sont là pour se relaxer et ça amène plein de choses parce que comme ils sont là pour se relaxer, ils sont beaucoup plus exigeants. Quand j'étais à l'école de la Genevraye, il y avait les enfants de Cuny qui descendaient et c'était beaucoup des enfants de militaires. L'armée louait les maisons et ça, c'était juste à la fin de la dynamiterie. En 84, Cuny s'était vidé, les militaires arrivaient.
En général, les gens tombent amoureux de Cuny et après, pour en repartir, il faut vraiment que ce soit une obligation professionnelle ou autre. Ça, c'est nouveau. Quand on va dîner chez des amis à Cuny, on a l'impression d'être à 500 km, d'être en vacances, quoi. C'est autre chose. Et pourtant, on n'est qu'à 3 km de chez nous. Non, c'est vrai, c'est spécial, Cuny. Enfant, on m'a raconté beaucoup de souvenirs de la dynamiterie. Mon grand-père vendait du charbon et du fioul, donc il livrait beaucoup Cuny. Et il habitait Montigny. Mais quand la dynamiterie, elle sautait, même pour Montigny, c'était terrible, quand il se passait quelque chose à la dynamiterie. Ils se sentaient quand même impliqués, même si ce n'était pas leur village. Et avant, à la dynamiterie, ils étaient solidaires aussi, parce qu'ils savaient qu'à tout moment, il pouvait arriver quelque chose aux voisins, aux pères de famille. C'est similaire au bassin minier, parce qu'ils savaient qu'ils avaient quand même un métier dangereux. Et puis j'imagine, quand on est une femme d'ouvrier et qu'on est dans sa cuisine en train de préparer à manger et qu'on entend un bruit, ça doit être terrible. Donc, ça devait créer aussi un lien fort. Vous êtes courageuse, que je lui dis. Oh, c'est pas du courage. Je serais courageuse si je me levais le matin et je prendrais le train pour aller travailler à Paris. Mais ça me demanderait quelque chose qui n'est pas naturel. Ici même, si on travaille beaucoup, il n'y a pas de transition entre ma vie et mon travail. C'est naturel. Et puis j'habite dans le camping, alors c'est pas difficile d'aller jusqu'à mon bureau. Vous êtes donc la maman. Pour faire plaisir à mes clients et qu'ils sachent que je suis là, je m'assieds là, je les regarde et ils sont contents. Le 15 mars, quand on ouvre les portes, ils font la queue. À 7h du matin, je m'assois sur la pierre et j'attends. Je n'ai pas à attendre longtemps, ça ne dure pas longtemps. Avec mon café, je les regarde, je leur dis « Bon allez, top départ ». J'ouvre, j'attends. Et tout de suite, ils essayent de grappiller. « Est-ce que vous allez ouvrir le 14 ?» Mais jusqu'au 30 novembre, quand arrive la fermeture, on sent qu'ils n'ont pas envie de partir. Mais nous, on est fatigués, on a envie de tout couper. Mais à 4h de l'après-midi, ils sont encore en train de gratter leur terre, faire le nécessaire pour l'hiver. On voit qu'ils ne sont pas pressés. Je peux couper les lumières, il reste. J'en ai eu un cette année, on avait tout coupé pour pouvoir accéder. J'en ai eu un avec sa petite lampe. Il finissait même s'il avait bien conscience qu'il fallait que je coupe avant la nuit. Ça aussi, c'est un bon moment de l'année, quand on ferme les vannes et qu'on coupe les disjoncteurs. C'est le moment où on ne se dit pas forcément que c'est fini, parce qu'on sait que c'est pas fini, qu'il y a d'autres choses derrière. Mais on se dit, on va dormir. Et ben voilà, c'est la fin de ce podcast, Clarence. Oui, je crois que c'est notre avant-dernier, il me semble. Oui, il y a encore un nouvel épisode à venir. Bien sûr. Super, à bientôt. À bientôt.